donné à l'industrie du cinéma. On ne peut pas avoir un Oscar technologique pour un seul film. Il doit vraiment avoir une contribution pour l'ensemble de l'industrie sur du long terme. Donc, ce n'est que par le nombre de films auxquels on a participé qui ont démontré la réelle utilité du système, et Dieu sait si maintenant il n'est plus à démontrer, qu'on a eu ces Oscars. On peut lancer la vidéo. Alors, la zapette ne le fait pas, juste pour un test. Pour la vidéo ? Oui, essayez. Non, non. Ah, le volume fonctionne, ça c'est bien. Volume check. C'est quel le bouton au-dessus ? Alors, le bouton au-dessus, essayons. Non, essayons un autre bouton. Ça non, marche ça, pas. c'est C'est pas grave. Je suis juste à côté. Hop. On est parti. For the Chiantang River Tides coverage team, the debut of a secret weapon has inspired brand new ideas. An unmanned filming apparatus offers unprecedented angles of the tides. Ça, c'est nos ateliers à Liège, à Poupeye. Alors, ces plans ne sont pas retouchés. C'est directement pris de la RED, de caméra RED et de la Flying Cam. Cela dit, les stuntmen avaient des petits points noirs sur la figure pour retracer leur visage et mettre celui de James Bond à la place. Alors là, ils sont vus de dos, mais il y avait des plans de face. Il y a juste les toits qui sont renforcés. On est venu 3 mois avant pour faire des répétitions. Sam Mendes ne fait pas de storyboard. Il fait juste des plans, des dessins, des esquisses du style qu'il veut avoir et travaille vraiment sur le terrain. Beaucoup de travail en Chine. Les États-Unis ont interdit l'activité de drone pendant 5 ans. On a perdu une activité importante. On s'est donc développé sur la Chine. Il s'agit de Zhang Yimou, le réalisateur dans La Cité interdite. Ça, c'est en Corée du Sud pour un film sur le baseball. La programmation du vol. Le GPS a une précision de 2,5 cm. Ça, c'était de la pellicule. Donc, on a connu la transition entre le digital et la pellicule. C'était 60 mètres, 2 minutes de temps de prise de vue. Aujourd'hui, on dépasse les 30 minutes ou l'heure même avec les cartouches de 250. Le premier Oscar. J'avais les cheveux toujours... Alors, Oblivion, ça va être le premier film qui a utilisé l'hélicoptère avec son pilotage automatique et la programmation du vol, ce qui nous a amené au 2e Oscar. Là, on est en vol automatique. Regardez la grue, la pression de notre mouvement est aussi bon qu'une grue. Ici, on fait un tilt-up, ce qui est très rare. D'habitude, les drones ne savent pas tilter vers le haut. C'est belge, hein, les Schtroumpfs. On était en plein Paris, c'est notre force, on arrive à tourner en pleine ville. Keep dreaming with us and fly with us. Thank you very much. Alors, on a 2 employés ici de Flying Cam, dont Étienne, qui a eu aussi l'Oscar, il peut le montrer. Bravo. Ça s'applaudit, je pense, quand même. Eh ouais. Donc, et voilà.
Donc c'était une équipe, au début j'ai commencé pratiquement seul, mais maintenant c'est vraiment un travail d'équipe, une quantité de technologies sont impliquées, et il faut vraiment des gens très spécialisés dans chaque domaine. L'hélicoptère est devenu un robot volant qui a des capacités de vol qui dépassent celles d'un pilote manuel, de loin. On peut le répliquer à volonté. C'est la capacité, la même chose avec le film, il ne se dégrade pas en le reproduisant, comme c'était le cas dans le passé. Maintenant, on arrive à vraiment reproduire les mêmes qualités de pilotage de la machine en se faisant un copy and paste, ce qui est absolument extraordinaire. Pour moi qui ai commencé à piloter en manuel, je suis absolument dépassé et je dois prévenir d'ailleurs souvent les pilotes de vrais avions, attention, aujourd'hui, déjà aujourd'hui, on peut faire bien mieux sans vous. Donc ça c'est très clair. Sauf du pilotage comme sur le toit d'Istanbul pour James Bond, où là c'était vraiment, le cerveau humain est encore le seul capable à faire de la dynamique comme ça, à suivre des motos. Tant qu'on n'a pas mis les motos sur ordinateur, le cerveau humain est encore bien utile. Alors j'essaye le bouton. Essaye. Celui-là, voilà. Alors, on est une start-up qui a 30 ans. J'insiste sur le mot start-up parce qu'on doit constamment se renouveler. Le passage au digital a été un réel bouleversement. Nous avons pendant 25 ans travaillé avec les mêmes caméras. C'est des machines qui servent à faire défiler la pellicule. Et c'était la pellicule qui changeait. C'était 60 mètres. Aujourd'hui, les caméras changent tous les 6 mois. Donc on doit constamment intégrer de nouvelles caméras dans notre système. Ça entraîne le fait qu'on doit constamment s'adapter. C'est un changement drastique. On a effectué du service pendant 25 ans. Maintenant, nous vendons le système. On a changé de business model. On ne peut pas être partout dans le monde. C'est impossible. C'était possible à l'époque où on était pratiquement les seuls. Maintenant, c'est devenu impossible. Donc, nous vendons le système à tous ceux qui veulent l'utiliser. Ici, on a une idée des tournages. Alors, on a une réputation de travailler pour les grands films à gros budget. Ce n'est pas vrai. On a déjà travaillé pour des tas de films qui ont moins de budget. C'est vrai que c'est souvent sur des périodes très courtes. Mais on est également accessible pour des plus petits budgets. J'insiste pour le tournage qui se ferait en Wallonie. L'aviation a 100 ans. On est arrivé là en une centaine d'années. Soon to be unmanned. Vraiment, je dis, il y aura toujours peut-être quelqu'un à bord, c'est clair, pour superviser, mais aujourd'hui, les capteurs, la précision des capteurs, la transmission satellite, la qualité des ensembles des composants qui entrent dans un pilote automatique sont supérieurs à l'être humain. L'industrie de l'automobile a connu le même chasme. Vous imaginez, il y avait des chevaux devant les voitures avant. Et tout d'un coup, il n'y a plus de chevaux. Ils sont dans la voiture. Et imaginez que tout d'un coup, il y a une voiture sans chevaux devant et qu'elle avance. Aujourd'hui, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Donc ça a été drastique. Et il y avait quelqu'un qui courait avec un drapeau pour dire attention, il y a une voiture qui arrive. Les drones, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est l'administration qui court et qui dit attention, il y a des drones. Et c'est nécessaire de faire attention, mais ça va très très vite. Ça, c'est mon père à gauche en 56. Ça, c'est les drones aujourd'hui. Les pilotes que vous voyez à droite en haut sont à Las Vegas et le drone vole en Afghanistan. Il y a 3 secondes de délai parce que ça passe par satellite. Ils ont des avions qui volent 16 heures et ils se relayent au poste de pilotage, mais ils viennent de la piscine et puis ils ont joué au casino et puis ils viennent piloter. Donc c'est ça les drones militaires aujourd'hui. Il y a eu 3 phases essentielles. Le pilotage manuel pur où il n'y avait aucune assistance. Je peux vous dire, piloter un hélicoptère, c'était comme jouer du violon. Il fallait vraiment mettre les doigts où il fallait pour avoir la bonne note. Il fallait avoir le bon coulé dans l'archet. Il fallait avoir une bonne respiration. Et tout était à faire. Avec une acuité visuelle, enfin une concentration maximum pendant la prise de vue. Donc c'était extrêmement difficile.
Et puis il y a eu le pilotage assisté avec des loops ouverts, comme on dit, des contrôles ouverts. Il n'y avait pas de capteur qui donnait une référence, mais on stabilisait et on rejetait les perturbations extérieures. Puis est arrivé l'ère de le pilotage silicone ou le pilote silicone, où là, les capteurs, on a fermé les boucles, on a pris les capteurs qui déterminaient la position et les attitudes de la machine, et on a pu faire ce qu'on appelle le GNC, c'est-à-dire du Guidance, Navigation and Control, ce qui a été fait pour les vrais hélicoptères. Maintenant, on peut le faire pour nos systèmes, et c'est ce qui amène ce type d'engin absolument monstrueux en termes de capacité, qui peut réaliser ce qu'on appelle de la présence virtuelle. On parlait de VR, donc Virtual Reality. Ici, c'est vraiment de la présence virtuelle, c'est-à-dire on peut avoir un headset, bouger la petite caméra en bougeant la tête, et on va se retrouver en stationnaire ou en déplacement. On a l'impression d'être à bord, sans aucune perception physique de son corps. On est dans la machine. Enfin, on n'est même pas dans une machine. On a le cerveau dans l'air. Et c'est chinois. C'est impossible à fabriquer ici en Europe. Ça vaut 1 000 €. Je crois que même la petite caméra gyrostabilisée, rien que la mécanique ici, à la faire, fabriquer, Étienne, ça nous coûterait 1 000 €. Rien que la petite pièce là-devant. Et ici, on a l'ensemble pour... Donc, juste pour dire, les Chinois sont devenus imbattables par le fait qu'ils ont envoyé leurs enfants maintenant dans nos écoles. Et les enfants reviennent et disent à leur papa, arrête de travailler pour les Américains ou les Européens, on peut faire ça nous-mêmes. Et donc ils font ça eux-mêmes. Et ils vont tout faire eux-mêmes. Ils ont la population pour le faire, ils ont l'envie, ils voient devant, ils voient la vie en 4K, parce que si vous regardez leur écriture, ce n'est pas du 2K, nous c'est quelques lettres. Eux, c'est une complexité extraordinaire qu'ils arrivent à voir et à écrire, vous imaginez. Donc ils ont déjà un cerveau câblé avec beaucoup plus de finesse que nous le pouvons aujourd'hui. Donc il n'y a aucun doute qu'ils vont, et c'est en train de se faire. Donc, quand on voit cet objet, les Japonais ont mis 50 ans pour arriver là, eux ils en ont mis 5. Voilà, il y a une quantité de technologies impliquées, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a la plateforme, le payload, l'autopilote, l'interface entre l'homme et la machine et la communication. Alors on fait des recherches, ici c'est la soufflerie de l'Université de Liège. L'autopilote, voilà, alors on est fiers, on développe notre propre intelligence à bord. J'ai un peu comme Apple, j'ai voulu contrôler l'ensemble des ingrédients qui rentrent dans la machine pour pouvoir réaliser une harmonie parfaite entre ces différents composants. C'était vraiment essentiel. Je n'ai pas voulu intégrer le cerveau d'une autre société dans notre hélicoptère. C'est vraiment nous qui le développons. Et Étienne, qui est ici, a dessiné cette pièce et d'autres ingénieurs ont créé l'infrastructure, l'architecture de l'électronique qui se trouve à bord et le software. Alors, on se positionne dans un créneau qui est à part des multirotors. On n'aurait pas, dans ce que vous disiez, Philippe, concernant la vision qu'on doit avoir de l'entreprise et sa stratégie, on a dû se différencier. On ne pouvait pas rester ou essayer de suivre les multirotors. Ça aurait été certains de mes ingénieurs ont dit on doit faire des multirotors, sinon on n'y arrivera pas. Et je dis, je pense que c'est l'inverse. Si on fait des multirotors, les Chinois vont nous dépasser avec les congés payés, le pécule de vacances, le double pécule de vacances, le 13e mois, la voiture de société, les pneus été, les pneus hiver. Tout ce que... On ne peut pas. Alors, ils vont peut-être arriver à ça aussi, mais... donc il a fallu se différencier et on se situe donc entre 25 et 30 kilos, on est toujours leader dans ce domaine et c'est un marché qui commence seulement à se développer, d'où le fait que nous sommes une start-up. La grande différence, on le voit, un multirotor va consommer beaucoup plus parce que c'est des petites hélices et des petites hélices consomment plus qu'une grande hélice. Un albatros va voler des heures. Une petite libellule, on va parler en minutes. Donc, c'est physique, c'est la nature qui veut ça. La simplicité du multirotor est évidente, mais là, on arrive à voler plus vite, plus longtemps, embarquer plus de poids, et ce qui fait la différence. Quelques détails, donc 30 kg maximum au décollage, on vole jusqu'à 140 km/h. Et il y a 3 parties principales, l'autopilote, la plateforme et le payload. Alors ici, on va parler d'une expérience qu'on a eue récemment et qui a justifié tous nos développements.
on pouvait voler plus vite. Ils nous demandaient de voler à 100 km/h. Ils nous ont demandé de pouvoir référencer chaque image. On appelle ça du géotagging. Donc, chaque image recevait une information de position dans l'espace et d'orientation de la caméra. Ce qui leur permettrait après de repositionner notre image dans leur univers 3D à eux. On a même pu aller plus loin. Ils nous ont donné leur fichier Maya, qui est un fichier 3D, dans lequel ils avaient simulé le vol du Dragon. On a importé leur plan de vol dans notre interface réelle. On a vu qu'il y avait que les graphistes en Visual Effects n'ont aucune idée des réalités, parce que le niveau du lac où on devait voler, si on devait voler comme il disait, on était 10 mètres sous l'eau. Il fallait un sous-marin.